La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Cana 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec les mesures de plus en plus innovantes prises par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus au Bénin. Un centre de dépistage systématique des passagers en provenance de l'étranger est installé à l'aéroport de Cotonou. Les éventuels cas confirmés bénéficieront d'un traitement adéquat. Le ministre de la Santé nous vient avec plus de précisions sur le fonctionnement de ce centre dès le début de ce journal. Et puis, comme il est de tradition, le 15 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la famille. Pour cette 28e édition, c'est la diversité familiale à l'école qui retient les attentions. La ministre béninoise des Affaires sociales et de la famille s'est ouverte à la nation, invitant chacun à une responsabilité beaucoup plus pointue vis-à-vis de l'autre. Nous suivrons un extrait de sa déclaration dans un instant. En titre également, la corruption a visiblement la peau dure dans l'administration béninoise en dépit des nombreuses mesures prises par les autorités pour décourager les auteurs. Des cas de rétrocommission ont été enregistrés au Fonds des arts et de la culture. Le passage des éleveurs nomades dans les champs est également teinté de mercantilisme et de corruption. C'est ce que nous révèlent les enquêtes de deux journalistes placés sous le couvert de l'initiative de Siwa. On verra de quoi cela retourne avant la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. La gestion du Covid-19 avec le gouvernement béninois qui multiplie l'ingéniosité pour faire face au mal. Un centre de dépistage systématique des voyageurs est mis en place à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti de Kadiaou. Désormais, tous les passagers qui atterrissent par vol à Cotonou devront se faire dépister sur place. Les cas confirmés vont bénéficier d'un traitement adéquat. Le ministre de la Santé était en visite dans ce centre mardi dernier et a saisi l'occasion pour nous édifier sur le fonctionnement du centre. Reportage maintenant, Idriss Boukaré et Elvis Tonoukouen. De la mise en quarantaine systématique au dépistage obligatoire, le gouvernement adapte sa stratégie de lutte à l'évolution de la pandémie du coronavirus. Les voyageurs qui foulent désormais le sol béninois via l'aéroport international de Cotonou sont directement conduits à leur descente d'avion dans ce centre de tri et de dépistage installé pour la circonstance. Dans l'après-midi du mardi 12 mai, le ministre de la Santé a visité le centre pour s'assurer que toutes les normes et dispositions techniques sont respectées pour mener cette opération. Et lorsque ces passagers viendront, ils vont bénéficier d'un test de dépistage. Ce test de dépistage va se dérouler en deux phases. D'abord, ils vont bénéficier d'un test de diagnostic rapide qui, dans les 15 à 20 minutes, vont pouvoir nous dire s'ils sont positifs ou s'ils sont négatifs. Les sujets qui seraient positifs seront orientés vers un psychologue qui est dans une des cabines dédiées ici et seront pris en charge, soit à leur domicile s'ils sont asymptomatiques ou faire un site de prise en charge dédié s'ils ont des symptômes patents. Les autres passagers qui seront négatifs seront prélevés pour la recherche du génome viral par la PCR. Et après, ils seront invités à rentrer chez eux tout en respectant scrupuleusement les méthodes barrières et les méthodes de distanciation physique. 48 heures après, ils seront convoqués sur un site où le résultat de cette PCR leur sera communiqué. Le centre est aussi doté d'un dispositif de lavage des mains qui entre dans le cadre des consignes de sécurité sanitaire données par les autorités. Au total, 20 bosses vont fonctionner à plein temps pour assurer le bon déroulement de l'opération sans porter un coup à la fluidité au niveau de la gestion des passagers. En fonction de l'affluence qu'il y aura, tous les bosses seront occupés ou seront partiellement occupés. C'est pour éviter qu'il y ait une longue file d'attente et également au niveau des avions, les supports que nous remplissons pour les renseignements généraux et les adresses des passagers seront également renseignés au niveau des avions. Cela permettra de faire en sorte qu'il y ait une fluidité au niveau de la gestion des passagers, au niveau de ce site de dépistage et de prise en charge de la Covid de l'aéroport international de Cotonou. Ce dispositif mis en place par le gouvernement va nous permettre vraiment de sécuriser toujours les arrivées, mais en changeant un tout petit peu de méthode et en nous assurant que toutes les personnes qui rentrent sur le territoire sont systématiquement dépistées et bénéficient également d'un traitement adapté. Les mêmes dispositions sont prises au niveau des frontières terrestres. À travers la mise en place de cette nouvelle stratégie, le Bénin veut se donner tous les moyens pour éviter les contaminations du virus dans le pays.
Pour faire respecter les gestes barrières à la communauté scolaire du Bénin, le gouvernement a instruit les responsables de la SONEB à l'effet de procéder à la mise à disposition de l'eau potable dans les écoles publiques. Cette instruction est prise au sérieux à bien d'endroits sur le territoire national. Nous irons maintenant rejoindre Geoffroy Vincent et Florent Dohou pour faire le constat de l'effectivité de cette décision dans le département du Mono. Reportage. Depuis 2016, cette école n'était plus raccordée au réseau de distribution d'eau potable de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Il s'agit de l'école primaire publique Gendarmerie B de Lokossa dans le département du Mono. Le dimanche 10 mai dernier, le problème de disponibilité d'eau potable dans l'école a été résolu par la pose des équipements adéquats de la SONEB. C'est une joie qui m'anime depuis hier. Parce que quand les gens de la SONEB sont arrivés pour dire qu'il y a le compteur, ils disent « Ah, Dieu merci ». Le gouvernement de Patrice Talon a sauvé l'école de Gendarmerie B. Je le remercie sincèrement. Je suis très contente. Parce qu'à la reprise maintenant, surtout avec les élèves du CM2, ils vont chaque fois trouver de l'eau, et laver les mains et faire les autres besoins. L'eau potable est désormais disponible à plein temps à l'EPP Gendarmerie B de Lokossa. Mais pas qu'ici. D'autres écoles publiques du département ont aussi bénéficié de cette opération d'installation ou de réinstallation d'équipements et de matériel de distribution d'eau de la SONEB. C'est en 2016 que nous avons pris service dans le complexe Adjakome. Et tout juste à notre arrivée, le compteur a été enlevé pour le non-paiement de factures. L'eau utilisée par une entreprise pour construction. Et depuis ce jour jusqu'au 10, nous n'avons pas de l'eau dans l'école, de l'eau potable. Le samedi, il y avait une connaissance qui nous a appelé pour dire « Ah, on est en train de poser votre compteur. C'est vous qui avez demandé. » Et quand on était arrivé sur les lieux, nous avons appris que c'est le gouvernement qui a demandé de poser le compteur dans les écoles où on avait enlevé pour que les élèves, les apprenants puissent trouver de l'eau pour utiliser dans cette situation de Covid-19. Et nous étions très contents. Quand j'étais au CI, il n'y avait pas de l'eau ici. Mais quand je suis arrivé au CMD, ils ont amené la pompe on prend de l'eau pour laver les mains, pour éviter le coronavirus. Et nous avons dit qu'on va remercier le gouvernement pour ce qu'il a fait. Cette opération est l'une des mesures prises par le gouvernement pour assurer une bonne reprise des classes ainsi qu'un bon déroulement des cours. Et ceci dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire. Nous avons été instruits par notre direction générale de procéder à la remise systématique de tous les compteurs, de vérifier ceux qui étaient en service, de vérifier leur bon état de fonctionnalité, et les compteurs qui ont été résiliés, de les remettre en place sur décision du Conseil des ministres du 6 mai dernier. Ce qui a été fait depuis le jeudi, ce travail a démarré et le dimanche, on a pu installer les compteurs dans tous les établissements. Le gouvernement joue ainsi sa partition en matière de fourniture d'eau potable dans les établissements publics afin que l'un des gestes barrières à la pandémie de la COVID-19, qu'est le lavage des mains, soit facilement mis en œuvre. On va écouter cette fois-ci le directeur régional de la SONEB pour davantage de détails sur le nombre de compteurs posés ou en cours d'installation dans les écoles publiques du département du Mono, sans oublier bien entendu le reste des dispositions prises pour lutter contre le coronavirus. On écoute donc Basile Gamavo, il est le directeur régional Mono-Koufo de la SONEB. Nous avons déjà dans le Mono 55 compteurs qui étaient régulièrement en service. Il y avait 39 qui ont été résiliés, coupés, déposés, résiliés pour non-paiement que nous avons remis en place. Il y avait un seul compteur volé, mais ça aussi a été remis en place. Nous avons été instruits également pour alimenter les écoles qui sont à proximité de nos réseaux et qui n'avaient pas de compteur. Ce travail-là est en cours, le matériel est disponible, les travaux sont en cours. Les écoles qui sont loin de nos réseaux, nous avons reçu des instructions pour faire établir des devis d'extension qui sont déjà allés au niveau de la direction générale. La mise à disposition du matériel est faite et les travaux démarrent cette semaine.
Voilà ce qui est fait de façon globale sur le terrain dans les départements du Mono et du Koufo. De la sensibilisation, le réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs de développement durable RODE passe à la distribution des matériels de protection contre le coronavirus. Elle vient d'offrir des kits aux personnes en situation de handicap vivant dans le département du littoral, tout Cotonou donc, un don qui transite par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. La cérémonie de réception s'est déroulée hier mercredi matin à Cotonou. On va faire le point maintenant avec Narcisse Alossé et Derou. Ce geste symbolique à valeur de soutien renouvelé du réseau des ONG pour les objectifs de développement durable au gouvernement béninois en cette période de crise sanitaire mondiale. Un lot de matériel de protection contre le coronavirus pour renforcer les mesures prises déjà sur le terrain. Les mesures prises sont en parfaite harmonie avec les 17 ODD, spécifiquement l'objectif de développement durable numéro 3 de l'agenda 2030, l'un des plus transversaux et interconnectés aux autres. L'ODD 3 évoque les questions de bonne santé et bien-être de tous. Le lot de matériel remis ici est destiné aux personnes en situation de handicap vivant dans le département du littoral. On y voit surtout 100 kits de protection composés de masques, de gel hydroalcoolique, de gants, mais aussi et surtout de dispositifs de lavage des mains. Ce geste m'inspire beaucoup de joie et de considération pour ce réseau qui a pensé aux personnes handicapées et qui non seulement vivent le handicap, mais vivent une double difficulté à cause du confinement, parce qu'il faut dire que les personnes handicapées, compte tenu du handicap, vivent à des activités précaires. Je voudrais donc, au nom de Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance et des bénéficiaires, saluer une fois encore cette heureuse initiative et vous adresser les sincères et vifs remerciements du gouvernement pour votre geste de solidarité et de patriotisme. Ces kits de protection seront acheminés vers les 6 centres de promotion sociale de Cotonou, a rassuré l'émissaire du gouvernement. Ils seront distribués aux bénéficiaires dans l'après-midi du vendredi 15 mai prochain, suivant une répartition déjà faite. Ainsi, 20 kits iront au niveau du CPS de Wologede, 20 kits pour le CPS de Bégamé, au niveau de Sainte-Cécile, 15 kits, Flakodji, 15 kits, Akpakpa 2, 15 kits et Sourouléré, 15 kits. Ce nouvel appui du secteur des ONG pour les ODD intervient quelques jours après la remise de chèques à l'État béninois afin de l'accompagner dans la lutte contre la Covid-19. Voilà, reportage signé Narcisse Alossé et Derou Pevier, présenté ici par Assiobon Kain Assiobon. Le 15 mai de chaque année, la communauté mondiale commémore la journée internationale de la famille instituée par l'Assemblée générale des Nations unies depuis le 20 septembre 1993. C'est une occasion de réflexion sur la situation des familles et à cet effet, les chefs d'État et de gouvernement sont invités à renforcer leurs efforts en matière de promotion du bien-être des familles. Le thème retenu cette année porte sur la diversité familiale à l'école. À la veille donc de cette célébration, la ministre béninoise des Affaires sociales et de la microfinance s'est adressée à la nation. On va l'écouter. Cette année, le monde entier commémore la Journée internationale de la famille dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19. Je voudrais donc inviter toutes les familles béninoises à une observance stricte des mesures prescrites par le gouvernement afin de surmonter cette crise. Chers compatriotes, la Journée internationale de la famille est une opportunité pour mieux faire connaître les questions relatives à la famille ainsi que les processus économiques et démographiques qui affectent les familles. Elle dénote de la place et du rôle crucial de la famille dans la construction et dans la qualité des citoyens appelés à bâtir nos nations. Cette année, le thème choisi à l'international est la diversité familiale à l'école.
Ce thème situe la place de l'école dans l'intégration sociale des enfants issus de différents milieux culturels. L'école est de ce fait un haut lieu d'apprentissage du vivre ensemble, des valeurs de tolérance, d'humilité et de partage. C'est le lieu de rencontre des cultures, de découverte des modes de vie et des pratiques autres que celles du milieu d'origine de chaque enfant. La communauté internationale, à l'occasion de la présente édition de la Journée internationale de la famille, attire l'attention de tout un chacun sur les mutations de la famille qui a beaucoup évolué, prenant diverses formes et n'assurant plus à elle seule la production, l'éducation et la distribution de richesses. Aujourd'hui, les membres d'une même famille passent plus de temps au travail, à l'école qu'à la maison. Ce mode de vie impacte la société tout entière et il importe d'y réfléchir. C'est le moment de rappeler le rôle éminemment important des parents dans le suivi des enfants et de leur nécessaire implication soutenue dans la formation de leur progéniture. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, dont j'ai la charge, s'attelle à accompagner les familles dans cette dynamique. À cet effet, nous avons par exemple élaboré un guide de dialogue parents-enfants qui permet d'établir une complicité au sein des familles et de les consolider. De même, nous avons réussi à sortir de la précarité un millier d'enfants béninois en situation difficile en les mettant pour la plupart dans des familles hautes. Toujours dans le cadre de la promotion des valeurs familiales, nous avons initié une campagne de sensibilisation sur la prévention des grossesses et maladies sexuellement transmissibles en milieu scolaire, sur la prévention des comportements addictifs, c'est-à-dire utilisation de drogue, consommation d'alcool, ainsi que sur la protection de leur identité numérique. Toutes ces actions viennent s'ajouter au rôle d'appui-conseil, d'écoute et d'intermédiation que jouent les centres de promotion sociale dans l'ensemble des communes du pays. Je m'en voudrais de terminer mes propos sans rassurer la population béninoise de l'intérêt particulier que le président Patrice Talon témoigne au bien-être des familles et particulièrement à la promotion de l'éducation des enfants dans le cadre familial. C'est également le lieu et le moment de remercier tous nos partenaires techniques et financiers, ainsi que les organisations non gouvernementales pour les efforts qu'ils déploient afin d'accompagner le progrès de notre pays. Je profite de l'occasion pour susciter leur engagement aux côtés du gouvernement béninois et de la société civile afin que soit élaborée d'ici la fin de l'année 2021 une politique nationale de promotion de la famille. Je voudrais également inviter tous les acteurs concernés à travailler chacun en fonction de son niveau d'intervention afin que les compétences parentales soient renforcées et que l'éducation des enfants soit convenablement assurée par la famille. Je suis confiante qu'ainsi, notre pays réduira significativement les phénomènes sociaux auxquels les familles sont confrontées et garantira une relève de qualité. Véronique Tony-Fodé, ministre béninoise des Affaires sociales et de la microfinance. Tout autre chose à présent, ça fait un peu plus d'une semaine que la campagne électorale a été lancée pour le compte des communales et municipales du 17 mai prochain, mais le contexte de la pandémie a imposé une campagne électorale essentiellement médiatique. Comment les populations apprécient-elles ce procédé? Élément de réponse dans ce reportage de Tanguy Agoye et de Rachid Soubir. Ils sont tout à leur atelier ici. C'est un couple de couturiers retranchés dans ces lieux de travail, installés quelque part à Zogbadje, le quartier étudiant de la commune d'Abomey-Calavi. Et même si le volume de la radio est à fond et leur ouvre les horizons sur l'actualité du pays, ils n'y prêtent pas vraiment grande oreille, parce que la politique, ce n'est pas leur priorité quotidienne.
Pour des détails concernant la campagne électorale en cours donc, ils ne sont pas les mieux indiqués. Moi, j'entends seulement les gens parler, mais comme je vous dis tantôt, je ne suis pas en politique, donc je ne me mêle pas trop de ça. Pourtant, ils auraient aimé bien être plus imprégnés de l'événement en cours dans leur pays, la femme surtout. Elle a certes des bribes qui lui parviennent tout comme l'homme, mais ce qui l'aurait mieux intéressé, c'est le contact avec, dit-elle, ces messieurs et dames qui défilent à la télé et à la radio, égrenant et alternant promesses et propositions. Ça aurait été bien qu'ils viennent à nous, qu'ils nous disent concrètement ce qu'ils veulent faire de notre commune. Ça nous aurait permis de discuter avec eux, de leur poser des questions et surtout d'avoir leur parole, même si les hommes politiques n'en ont jamais une. Imprégnés ou pas, convaincus ou non, ils auront un choix à faire le dimanche prochain. Ça, c'est une évidence à leur esprit. Mais sur le choix du candidat et le logo sur lequel il faut apposer le cachet, les deux ne sont plus visiblement au même niveau. Moi, j'attends le soir du samedi, la veille. Je vais réfléchir à qui me plaît, à celui dont je me souviens, et là, je pourrai voter le lendemain. Le dimanche là, je vais aller voter quand même l'homme de mon cœur, dont je ne saurais dire à personne. Vous l'avez déjà choisi là maintenant? Oui, oui. Non loin de là, dans un autre quartier à Kota, il y a un autre couple qui tient sa boutique de chaussures et de divers. Instruits et mieux au parfum de l'actualité, leur appréciation du déroulement de la campagne est tout différente. Il fallait bien cette affaire de campagne électorale dans les médias. Oui, c'est mieux parce que les années antérieures, on voit sur le terrain des gens qui s'affrontent parce qu'ils sont militants de tel groupe et lors des caravanes, ils se coincent à des endroits et puis il y a des injures. Mais cette fois-ci, il n'y a pas ça. Chacun est dans son coin et puis ça va bien. Violence ou pas, ce qui intéresse la femme, ce sont ses affaires. Habituellement, ce sont les moments de faire quelques chiffres, mais cette année aura été différente. Il n'y a pas d'argent, essaye-t-elle de comprendre, et même ces petits rassemblements avec les candidats pour se faire un peu de sous n'est plus de mise. Les choses ont vraiment changé. Ce sont même les populations qui sont désormais éclairées. Les candidats, même ça qu'on ne veut plus de l'argent. Il y a certains, on sent que oui, il y a d'autres qui ont des programmes pour la jeunesse et tout ça. Là, on sent que ceux-là, c'est bon. Mais il y a d'autres là, ils n'arrivent pas à nous convaincre. Plus d'une semaine déjà de campagne électorale pour ces communales et municipales. Au sein de la population, les avis restent partagés au sujet de la pertinence du choix d'une campagne essentiellement médiatique. Mais ce n'est pas ce qui influencera les choix du dimanche prochain. La plupart savent déjà ce qu'ils feront une fois dans l'isoloir. Reportage signé Tanguy Agoy. Présentation des résultats de 2 enquêtes journalistiques. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet pour des médias plus professionnels au Bénin, projet exécuté par la Maison des médias. Ce jeudi, donc, les journalistes Fortuné Sosa et Flore Nobimé ont exposé les fruits de leur investigation qui ont porté respectivement sur les soupçons de rétrocommission au Fonds des arts et de la culture et la corruption pendant le passage des éleveurs nomades dans les champs. C'est à la faveur d'une conférence de presse. Précision, Idriss Boukari et Rachid Souir. On n'a pas le courage de prendre la parole et de dire ce qui se passe. C'est la deuxième conférence de presse après celle du mardi dernier dans le cadre du projet pour des médias plus professionnels au Bénin, phase 2. Projet porté par la Maison des médias et financé par Osiwa. Pour ce deuxième rendez-vous de présentation des fruits des enquêtes journalistiques, 2 thèmes ont été abordés. Le premier, présenté par Fortuné Sosa, porte sur la question de rétrocommission au Fonds des arts et de la culture. Beaucoup de soupçons de mauvaise gestion pèsent sur la structure et ses acteurs. L'enquête de l'homme des médias révèle assez de vices. Il y a 2 catégories de rétrocommission. Il y a les acteurs qui portent leur projet, qui viennent avec leur projet et avec qui on dit, voilà,
je suppose, je donne un exemple. Pour le projet, on vous sort tel montant. Le montant qu'on vous sort, nous prenons 30% dedans. Des fois, nous prenons même 60-70% dedans. Il y a des cas, des témoignages comme ça que nous avons eus également. Et en dehors de ça, il y a ceux-là à qui on fait appel pour dire il y a tel projet qu'on voudrait que tu viennes porter. Et en retour, on t'affecte telle rémunération. La deuxième thématique de l'enquête traite également d'un sujet important, passage des éleveurs nomades dans les champs, la corruption, terreau de la transhumance. Flore Nobimé a fait le travail et présente ses résultats. Derrière les violences et les dégâts qu'engendrent les conflits entre agriculteurs et éleveurs se cache une autre réalité. Un marché de corruption nourri et entretenu par ceux qui se font appeler intermédiaires. L'enquête journalistique a permis de mieux comprendre les contours de ce phénomène. Donc le travail a ciblé la région Agoni, un bloc de 3 communes, la commune de Zayanado, la commune de Wenke et la commune de Kové. L'activité s'y déroule sur fond de corruption. Sur place, nous avons pu recueillir le témoignage du maire de Kové qui, d'après ce qu'il nous a confié, a subi des pressions de certains chefs de village, donc des élus, des pressions afin d'accueillir des transhumants dans sa commune. Il existe aussi des cas de fraude avec des passages de troupeaux qui se font nuitamment, moyennant le paiement d'une somme de 50 000 francs par troupeau sous le pont de Kové. Donc, cette somme est perçue par des réseaux d'intermédiaires. Il est à noter que la réglementation en vigueur au Bénin interdit le pâturage et les déplacements nocturnes de bêtes. La série de présentations des résultats d'enquête se poursuit. L'objectif visé par la Maison des médias à travers ce projet est d'encourager les acteurs des médias à s'intéresser aux dossiers d'enquête. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain matin sur Actu Matin sur le forum. Allez, portez-vous bien.